On va donner la parole tout de suite à Richard Gouron et ses orateurs. Donc, j'ai compris que vous faisiez une chirurgie très spécifique, mais me semble-t-il avec de l'avance sur un certain nombre de collègues. Et c'est ce qui va être probablement très intéressant de nous montrer avec un plateau technique très élaboré. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Alors, je remercie l'Académie, son président Albert-Claude Benamou et son Secrétaire Général de nous donner l'opportunité de faire un petit panorama sur notre spécialité, l'orthopédie pédiatrique. Spécialité qui très ancienne, qui a des techniques qui sont utilisées depuis de nombreuses années. Et on a voulu vous montrer là un panorama de ce qui se fait aujourd'hui. Pas forcément du très clinquant que de la robotique, mais vraiment comment on fonctionne aujourd'hui en orthopédie pédiatrique. Un panorama, vous verrez, là je vais vous parler de ce qui s'est passé depuis l'évolution du numérique. Vous verrez aussi toutes les problématiques de reconstruction osseuse lors d'une deuxième communication. Le travail de reconstruction osseuse lors d'une troisième communication avec les cellules souches et notre collègue Pierre Buloquier de Bruxelles. Une communication ensuite sur l'allongement et l'avenir de l'allongement. Et puis enfin, on terminera la session avec l'analyse quantifiée de la marche et la chirurgie du handicap avec le président de notre Société française d'orthopédie pédiatrique qui est Bruno Dohain. Alors pour démarrer, l'évolution du numérique et la révolution numérique en orthopédie pédiatrique, tous les process du numérique qui sont maintenant intégrés dans les blocs opératoires ne l'étaient pas auparavant. Et voici, preuve en est, les blocs opératoires du CHU d'Amiens. Au fil des années 30, 40, 50, 60, 70 et 90, on opérait il y a encore 15 ans dans le bloc opératoire de droite. Et puis les blocs opératoires aujourd'hui qui sont intégralement numérisés, en tout cas qui fonctionnent à l'ère du numérique. Vous voyez ici un scanner opérationnel, un OARM, un robot, des caméras optiques et puis une chirurgie thoracique par voie antérieure avec une thoracoscopie, donc une caméra interventionnelle, une caméra d'ambiance et puis un amplificateur 3D sur la droite qui permet de réduire encore l'irradiation versus les scanners interventionnels que vous avez à gauche. Donc aujourd'hui, on travaille dans ces conditions-là et évidemment, il y a des enjeux à cette chirurgie dite numérisée. C'est pas que la chirurgie qui est numérisée, vous allez voir, il y a aussi tout ce qui est planification. C'est d'essayer d'aller vers une chirurgie dite prédictive, c'est-à-dire pouvoir fournir au patient le meilleur soin avec le moins de conséquences fonctionnelles pour lui et surtout le bénéfice optimal en fonction de l'objectif qu'on s'est donné. Un geste chirurgical le plus reproductible possible, c'est-à-dire que quel que soit le chirurgien, si on a besoin de faire telle ostéotomie aboutir à tel angle, eh bien, le geste que l'on va proposer à l'enfant, c'est d'obtenir ce que l'on a souhaité. Un geste fiable, précis, de moins en moins de part à l'incertitude. Et puis, on va voir que toute cette numérisation de l'ambiance chirurgicale et orthopédique et médicale, finalement, va nous permettre de repousser les limites chirurgicales, permettre d'intervenir sur des enfants pour lesquels on aurait peut-être dit il y a 20 ans, non, ce n'est pas possible, où l'incertitude est trop importante et on ne prend pas le risque. Et j'aime bien l'acronyme d'Alain Berthoz, neurophysiologiste, qui parlait de simplexité. On en arrive à la simplexification chirurgicale, c'est-à-dire comment rendre plus simple des phénomènes complexes ou des processus complexes en les rendant plus reproductibles. Alors, comment le numérique est entré? Il est entré d'abord sur tout ce qui concerne la programmation et la planification. Tout simplement, on en reparlera tout à l'heure avec Franck Launay, la correction des déformations complexes des membres inférieurs ou membres supérieurs peut se faire maintenant par des fixateurs externes. Ça s'est toujours fait par des fixateurs externes, mais ils sont un peu plus particuliers que ceux qui existaient avant. Ils ont un système hexapodal et ce système hexapodal, il est piloté. Non pas en direct par un ordinateur, mais la planification est informatisée, la modélisation est informatisée et le service au patient l'est aussi. L'ostéotomie va être repérée, les données architecturales du montage vont être données, entrées dans l'ordinateur, ainsi que les données de la déformation. On va donner à l'ordinateur aussi ce que l'on souhaite corriger comme déformation, à quelle vitesse, 1 mm par jour. Est-ce qu'on a un nerf fibulaire commun à protéger? Donc on ne tirera pas trop dessus d'emblée. Et puis, on rentre toutes ces données dans un logiciel
qui se fait en parallèle une fois que l'intervention chirurgicale est terminée. Et on demande à ce logiciel de travailler avec tous ces algorithmes pour nous fournir la situation optimale, c'est-à-dire qu'on veut corriger de tant de degrés, on est à tel degré, on veut obtenir cette correction à la fin en 30 ou 40 jours. Et il va nous fournir un planning que vous voyez ici en bas à gauche avec des vérins qui vont devoir être modifiés par le patient, par la famille, par l'équipe soignante tous les jours avec la modélisation de la correction que vous avez en bas à droite. Ce qui permet, selon tout âge, en dehors des zones de croissance, toute pathologie, de corriger des déformations avec une grande précision. La pose en est simple. La correction est multiplanaire, donc c'est quand même très intéressant de pouvoir corriger, de pouvoir allonger, de pouvoir traiter un varus, un valgus, mais surtout traiter des troubles rotatoires en même temps. Et le tout assisté par ordinateur. Alors, il faut savoir que bon, c'est devenu d'utilisation courante dans tous les services d'orthopédie pédiatrique. Et ça permet quand même à de nombreux enfants d'aller moins souvent en bloc opératoire, puisqu'avant, quand on avait une déformation axiale sur un allongement à l'ancienne, eh bien, il fallait aller retourner au bloc opératoire, réendormir l'enfant, faire de la correction. Aujourd'hui, il suffit de retourner sur l'ordinateur, de replanifier, et l'enfant ne retourne plus au bloc opératoire, et on modifie le planning, et petit à petit, on retombe sur ce qu'on voulait obtenir. Donc c'est vraiment aujourd'hui l'utilisation courante dans le bloc opératoire. Franck Lonner en parlera tout à l'heure plus en détail. Ça, c'était de la programmation, de la planification. Aujourd'hui, on va aussi parler de modélisation. J'ai volontairement éludé un peu tout ce qui est rachis et déformations rachidiennes, puisque l'Académie va organiser dans quelques semaines une séance sur les déformations rachidiennes. Mais le système EOS nous permet aujourd'hui aussi de modéliser les scolioses. Des logiciels comme Keops nous permettent de modéliser la correction chirurgicale. Donc, en termes de rachis, on a déjà aussi bien évolué dans le numérique. La modélisation des problématiques, on en parlera avec Bruno Doin tout à l'heure. On peut modéliser aujourd'hui les anomalies de la marche avec des capteurs vidéo, des capteurs myoélectriques, des caméras sous différents plans. On peut faire marcher les enfants avec leur handicap et voir quel groupe musculaire est mis en jeu, quelle articulation ne va pas. Bruno Doin vous expliquera quelles sont les implications chirurgicales de cela. Et aujourd'hui, on peut tout à fait comprendre très en détail le mouvement, la marche. Et c'est bien le numérique qui a permis de révolutionner la chirurgie des enfants handicapés marchants. Je vous parlais de la scoliose et de l'imagerie EOS. Vous voyez ici, on peut modéliser une déformation, des rotations vertébrales, et on comprend tout à fait la déformation tridimensionnelle de la scoliose quand on voit ces images-là, grâce à ces acquisitions radio en base d'eau, le procédé EOS, qui est ce procédé d'imagerie qui fait un balayage face-profil grâce à l'amplification des rayons. Et Georges Charpak qui avait mis au point ce procédé d'imagerie. Les logiciels Keops, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui permettent de modéliser et de savoir, de prédire un peu quelle va être la correction que l'on va obtenir en fonction des critères que l'on va obtenir de syphose de lordose. Le numérique, c'est aussi les staffs, les discussions. Et vous voyez ici, en réalité virtuelle, on peut très bien analyser une déformation avec de casques de réalité virtuelle, réaliser un staff avec l'imagerie d'un patient. Ici, c'était une tumeur paravertébrale. Eh bien, on analyse, on regarde, on se plonge dans le patient sur une IRM, sur un scanner, sur une segmentation d'images. Et vous voyez, les membres de l'équipe peuvent endosser ce casque de réalité virtuelle et puis se promener dans le patient, aller rechercher la tumeur, la lésion, mieux comprendre la déformation avec des grandes implications au bloc opératoire ensuite, puisque cette analyse peut être vue au bloc opératoire. Et puis, bien sûr, peut avoir des implications sur les installations, sur les zones à réséquer. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut modéliser, alors là, je vous le montre pour l'orthopédie, mais bien sûr, nos collègues ORL font la même chose, nos collègues viscéraux font la même chose sur des malformations un petit peu complexes. En tout cas, je pense que c'est une façon de raisonner qui, aujourd'hui, va devenir de plus en plus fréquente. On peut planifier sur des modèles numériques 3D, simplement en numérique sur des ostéotomies complexes. Voici par exemple une planification d'une ostéotomie sur un col vicieux d'un col du radius avec l'effet attendu à droite. Donc on peut réfléchir sur ces planifications avec des résultats morphologiques qui vont forcément être excellents, sans présager du résultat fonctionnel bien entendu. On peut, en orthopédie pédiatrique, nous qui réalisons souvent des ostéotomies du bassin sur un certain nombre de pathologies de l'enfant, eh bien, simuler, quantifier la correction que l'on va obtenir, réfléchir à la correction optimale à obtenir.
Et puis, forcément, ce numérique, cette réflexion a toute sa valeur en termes d'enseignement pour nos plus jeunes qui, d'emblée, vont voir ce que nous, plus anciens, avons l'habitude de voir en intraopératoire. Et dans la transmission du savoir chirurgical, je pense que le numérique a apporté beaucoup et permet surtout d'optimiser la reproductivité du geste chirurgical. Et puis, l'évolution de cela, c'est la navigation du geste, puisqu'on peut le voir et le simuler en préopératoire, mais également en intraopératoire, puisque les outils de navigation maintenant peuvent nous permettre de savoir ce que l'on fait en direct, en 3 dimensions, et d'obtenir un résultat plus proche de ce que l'on voulait faire en préopératoire. Et puis, il y a la planification intraopératoire. Là, je vous parlais du préopératoire, maintenant je vous parle de l'intraopératoire, ou les outils d'imagerie intraopératoire. Là, je vous montre une imagerie type scanner interventionnel. Nous avons maintenant les amplificateurs 3D qui sont quand même beaucoup plus accessibles et qui sont déplaçables d'une salle à l'autre, à la différence de l'OARM, moins irradiant, qui nous permettent effectivement de planifier la pose d'implants. Par exemple, ici, des vis dans un sacrum, éventuellement sur l'import d'une console de navigation ou d'un robot d'assistance chirurgicale comme vous avez ici, pour optimiser la planification de ces implants. Ça, c'est la planification numérique sur modèle 3D en intraopératoire. Et puis, l'évolution numérique, c'est maintenant l'impression 3D. On est capable aujourd'hui, par l'acquisition d'images, comme vous avez sur la gauche, d'une déformation scoliotique d'un enfant avec une scoliose sur un enfant avec un handicap très très sévère, eh bien on est capable d'imprimer par le même logiciel qui nous servait à nous promener dans le corps humain tout à l'heure en staff. Ce même logiciel nous permet de générer des fichiers permettant d'imprimer et puis de reproduire la déformation en créant un fantôme numérique en 3D. Vous voyez ici l'impression de cette même déformation. Et puis, qui dit impression 3D, bien dit comprendre la déformation, mais surtout, éventuellement, apprendre sur la déformation. Est-ce qu'on est capable d'opérer cet enfant? Est-ce qu'on est capable de lui dédier des interventions particulières? Et puis là, c'est tout l'outil de simulation dans notre structure SimuSanté dont nous disposons à Amiens, de pouvoir opérer ce fantôme dans les conditions du réel et puis passer un certain nombre d'écueils. Tiens, cette technique opératoire ne va pas aller puisque là, si on utilise un robot, le robot va buter, on ne pourra pas opérer, il va falloir changer d'axe, etc., etc. Donc, quand l'enfant va être opéré dans la réalité, on aura franchi tous ces obstacles et l'intervention se fera sans difficulté. Ça, c'est un fantôme dédié, c'est une simulation personnalisée, mais on peut très bien imprimer des fantômes standards pour l'enseignement, apprendre à mettre des vis pédiculaires, apprendre à se servir d'un robot, apprendre à se servir d'un no-arm. Eh bien, on a des blocs de mousse avec une colonne lambda pour les plus jeunes, pour apprendre à opérer, apprendre à travailler avant d'aller opérer en direct sur le vrai patient. Ces modèles imprimés 3D peuvent nous servir en intraopératoire aussi. Bien sûr, on peut imprimer une hémivertèbre, comme vous avez à gauche, un spina, comme vous avez à droite. Quand il faut opérer à la vue du modèle 3D, c'est toujours beaucoup plus simple que d'opérer uniquement en ayant un scanner affiché dans une salle. On va avoir des repères qui vont tout de suite s'imposer à nous en intraopératoire et nous aider pour la mise en place des implants. On peut imprimer aujourd'hui en 3D une fracture. Simplement, une fracture peut être extrêmement complexe et puis l'impression 3D de cette fracture, forcément, va optimiser le geste opératoire, diminuer la durée opératoire et puis surtout améliorer la courbe d'apprentissage des chirurgiens les plus jeunes qui vont pouvoir tout de suite visualiser la complexité de la fracture à laquelle ils ont affaire. La chirurgie oncologique bénéficie aussi de ces évolutions numériques puisqu'on peut imprimer en 3D une tumeur, avec des fusions d'images de scan d'IRM, plus ou moins d'angiographie, les rapports anatomiques avec les vaisseaux de cette tumeur, optimiser la coupe de la tumeur. Éventuellement, on va voir ensuite avec le passage avec des guides de coupe qui vont nous permettre aujourd'hui d'opérer de manière plus sécuritaire ces tumeurs en étant certain d'être absolument en dehors de la tumeur, parce que vous savez, en chirurgie osseuse tumorale de l'enfant, il faut opérer les tumeurs sans les voir et les exciser à distance avec des marges de sécurité. Toutes ces technologies, bien sûr, vont optimiser cela. C'est l'évolution du numérique vers le guidage chirurgical. Guidage chirurgical, ça c'est entré maintenant plus couramment dans les blocs opératoires de pédiatrie. Un exemple, une ostéotomie complexe sur un os simple. Le radius, c'est simple, mais il y a une courbure pronatrice, il y a des cals vicieux, il y a des troubles rotatoires. Et quand il va s'agir de corriger un cal vicieux de 2 os d'avant-bras, eh bien, on peut le faire sans guide de coupe, mais ça va être extrêmement complexe
puisqu'il va falloir corriger 3 plans, 2 os adjacents, et une grande difficulté pour avoir un résultat optimal. L'intérêt maintenant de ces simulations-là, c'est de la fabrication de guides de coupe qui vont nous permettre de couper cet os selon la planification. Vous voyez ici à droite installer un guide de coupe dans une position précise du segment osseux avec l'ostéotomie qui nous est déjà imprimée en 3D à côté, comme ça on sait déjà ce que l'on doit obtenir. Les futurs trous des vis qui vont devoir fixer la plaque qui sont déjà, vous voyez, sur le guide de coupe. Et donc, quand on aura fait l'ostéotomie, quand on va poser la plaque et qu'on va visser dans ces trous qui vont être prédéterminés, eh bien, la correction sera faite dans tous les plans, à la fois sur un os et puis à la fois sur l'autre. Et donc, à la fin, un résultat conforme à ce que l'on voulait obtenir de manière certaine. Voici un guide de coupe à gauche pour une déformation du tibia proximal qui a été imprimé en 3D au milieu, des cales sur la droite qui nous permettent progressivement d'obtenir des corrections de vis architecturaux intra-articulaires et puis un guide de coupe sur des malformations complexes, ici une synostose de l'arrière-pied. Il n'est pas toujours très facile de retirer une synostose, surtout entre le talus et le calcanéum. Eh bien, le guide de coupe va nous permettre d'assurer l'excision complète de cette synostose. Nous n'avons pas besoin de guide de coupe pour toutes les synostoses, mais dans les formes complexes comme celle-ci, c'est un garant de réussite et de succès de l'intervention. Tout ceci pour glisser vers la robotique chirurgicale, pour terminer. Robotique chirurgicale, aujourd'hui, qui entre de plus en plus dans nos blocs opératoires en orthopédie, qui plus est en pédiatrie, avec la problématique de recalage de plans de l'espace, le plan de l'enfant, le plan du robot, ces caméras que vous voyez qui sont dans nos blocs opératoires, les mires de repères, le robot est repéré, donc les 3 plans de l'espace sont repérés, et puis il y a cette étape de matching où il faut mettre en correspondance bien l'environnement 3D de l'enfant, l'environnement 3D du robot et du scanner, avec, vous avez à droite là, des référentiels de mise en correspondance, ce qui fait que si on met tous ces plans de l'espace en commun, fusionnés, eh bien le robot va savoir où se trouve l'enfant en 3D, où se trouve son squelette en 3D et donc intervenir selon toute la planification que l'on souhaite dans de bonnes conditions. Avec un exemple ici de mise en place de vis mini-invasives en robot de vis iliosacrée sur des enfants qui ont des grosses déformations ultra sévères. La vis iliosacrée, elle existe depuis des années. C'est un très bon implant pour avoir une fixation au bassin, mais dans des déformations très très complexes sur des enfants ultra fragiles, pas facile à poser. Et l'anesthésiste, de temps en temps, il ne veut pas qu'on ouvre parce qu'il y a un syndrome inflammatoire qui va être généré, l'enfant ne va pas le tolérer. L'avantage de poser cette vis au robot, eh bien, on fait quasiment tout en percutané, il y a moins de syndrome inflammatoire et ces patients ultra complexes, eh bien, ils finissent par supporter l'intervention de manière plus simple et plus optimale que les patients qu'on va ouvrir classiquement en chirurgie standard qui, pour le coup, sont capables de la tolérer. Donc, nos anesthésistes nous disent ce patient-là, il est fragile, bien sûr, tu le fais au robot. Tu ne le fais pas classiquement. Et donc, on est en train de changer le paradigme, c'est-à-dire qu'avant, on commençait à développer des techniques sur des patients plus simples pour aller sur le plus complexe. Et là, en fait, on est allé du plus complexe. Et aujourd'hui, on commence à proposer ces interventions sur des patients moins complexes parce qu'on sait qu'ils vont avoir des suites opératoires beaucoup plus simples que si on leur proposait l'intervention conventionnelle. Vous avez ici la mise en place d'une ligamentoplastie de croisée antérieure sur un enfant, à fisse ouverte. On va utiliser un robot. Vous voyez ici en bas à droite le trajet des tunnels qui vont permettre de la reconstruction ligamentaire. Qui ne doit absolument pas toucher la zone de croissance, sous peine d'avoir des déformations qui peuvent apparaître. Alors, il est évident que la plupart des chirurgies de ligaments croisés de l'enfant peuvent peut-être attendre la fin de croissance pour être opérées conventionnellement. Mais quand on ne peut pas attendre parce qu'il y a des lésions méniscales associées, on peut proposer des chirurgies extra-fisaires qui sont techniquement pas très simples à réaliser. L'assurance de l'outil numérique nous permet là d'être certain de ne pas franchir les zones de croissance et d'entraîner des troubles d'axe à terme. Alors, il y a un avenir dans tout ça. À ma connaissance, en orthopédie pédiatrique, encore, la réalité augmentée n'a pas été encore installée dans le bloc opératoire, à la différence de chez les adultes, notamment à Bobigny, où notre collègue Thomas Grégory utilise. En pédiatrie, ce n'est pas encore le cas, mais il y a des projets, il y a déjà des contacts qui sont pris pour limiter les radiations des enfants, si on peut superposer ces images en réalité augmentée. Et puis, bien sûr, l'intelligence artificielle qui va pouvoir nous aider à la fois dans les processus de planification préopératoire et puis sans doute en intraopératoire. Alors, j'ai appelé ça de l'évolution à la révolution numérique en orthopédie pédiatrique, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, on arrive quand même, grâce à l'accessibilité de l'impression 3D, des modélisations de plus en plus complexes de nos problématiques, à offrir des soins techniques hautement spécialisés pour des enfants beaucoup plus complexes.
nos maîtres ont opéré des enfants extrêmement complexes, mais avec sans doute plus de difficultés techniques et sans doute beaucoup plus de talent que nous, je pense. Mais aujourd'hui, on est plus à même d'assurer le résultat fonctionnel pour le patient grâce à ces technologies. Et puis, c'est un formidable outil d'enseignement et d'aide au diagnostic, bien sûr, pour nos plus jeunes. Je pense que tout doit partir de problématiques cliniques, avant tout, pour un service pour le patient. L'idée étant d'être mini-invasif, d'avoir une récupération plus rapide et surtout d'être beaucoup moins agressif pour des patients extrêmement sévères. Je pense au polyhandicap, par exemple, où les enfants sont parfois très lourds et très à risque pour l'anesthésie. Et n'aurait peut-être pas passé le cap de la consultation pré-anesthésie. Et aujourd'hui, on repousse les limites opératoires puisqu'on peut maintenant les prendre en charge plus facilement. Et je pense qu'il faut vraiment se baser sur la problématique clinique. J'aime bien cette citation de Wilson qui était un neurobiologiste, qui disait que pour avancer, pour faire des découvertes, et en fait, il faut se servir du problème comme une opportunité. C'est bien la problématique de l'enfant, et que plus difficile est le problème, et plus grande sera l'importance de sa solution. Et puis, je pense qu'on n'a pas besoin de robots pour retirer une broche. Donc, je pense qu'il faut vraiment se servir de l'outil numérique comme un outil. Et c'est pas parce qu'on a du numérique qu'on doit tout numériser. Ça, c'est important. On a des outils et on doit adapter le bon outil au bon patient pour la bonne situation, à la bonne problématique. Le tout numérique, de temps en temps, on opère aussi de manière tout à fait conventionnelle, bien sûr. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y a des questions nombreuses. Question d'un ophtalmologiste. Voilà. Donc, par rapport à votre exposé sur l'apport du numérique dans l'orthopédie, alors sa notion de pédiatrique, qu'est-ce qui différencie le besoin particulier en pédiatrie par rapport à l'orthopédie d'adulte? Est-ce les zones de croissance dont vous avez parlé tout à l'heure? Est-ce l'anticipation de la croissance de l'enfant que vous pouvez déjà simuler déjà à travers vos interventions? Voilà. Alors, simuler la croissance, pour l'instant on ne fait pas, mais il y a des travaux actuellement qui vont faire intervenir l'intelligence artificielle, notamment sur des corrections de modulation de croissance dans des déformations rachidiennes. Donc on travaille déjà avec un laboratoire dans notre CHU au sein de notre institution, un laboratoire de modélisation informatique qui va faire entrer l'intelligence artificielle pour imaginer quelles corrections on peut obtenir dans certaines déformations. Ça, on peut le faire. C'est pas encore dans l'utilisation quotidienne du bloc opératoire et de nos réflexions. Par rapport à la chirurgie d'adulte, je pense que les zones de croissance, je vous l'ai montré sur ligament croisé, c'est plutôt l'étroitesse et c'est surtout dans le champ du polyhandicap où on a ces vertèbres ou ce bassin complètement déformé. Et là, la déformation, elle est singulière au patient et chaque chose est différente. La tumeur aussi, la tumeur est toujours une tumeur différente d'un patient à l'autre. Et donc là, la simulation et puis le numérique est essentiel. On ne pose quasiment pas de prothèse de genou, donc il est évident qu'en orthopédie d'adulte, la chirurgie d'arthroplastie, c'est une chirurgie plus reproductible, où il est plus facile d'utiliser des outils numériques qui facilitent encore la reproductivité du geste. Nous, je pense qu'en pédiatrie, c'est plus la variabilité des indications voilà, et qui fait qu'on s'accapare tout doucement, mais peut-être ça a eu plus de mal à rentrer dans nos blocs opératoires, justement. Jean Mavant. Oui, moi, je suis radiologue. J'ai trouvé votre exposé tout à fait merveilleux, c'est extraordinaire. Je voudrais l'aborder sous deux angles un petit peu originaux. L'aspect de la formation pour l'équipe opératoire. Comment faites-vous et arrivez-vous à vous passer des industriels dans cette formation? Et le deuxième aspect, c'est l'aspect investissement, étant donné l'étroitesse du créneau de chirurgie orthopédique pédiatrique. Comment concilier le peu de cas avec la lourdeur de l'investissement? Alors, pour répondre à la première question, on a la chance d'avoir un centre de simulation au CHU d'Amiens. On travaille dans notre groupe de recherche, qui est le GRECO, qui est le groupe de recherche en chirurgie robot-assistée, est une structure fédérative de 4 laboratoires. Donc, moi, j'interviens pour l'orthopédie pédiatrique, mais on a des neurochirurgiens, on a des chirurgiens maxillofaciaux, l'équipe du professeur de Vauchel. Donc, on a le laboratoire de modélisation des systèmes. Donc, on a mutualisé. Notre structure hospitalière, qui est récente,
bon, 2014, ça commence à être là un petit peu moins, mais enfin voilà, elle est suffisamment récente pour avoir des salles dites blanches dans lesquelles on peut opérer un enfant ou un adulte en utilisant des circuits dédiés, en utilisant et en mutualisant les investissements au sein du CHU. Et la formation des équipes peut se faire au centre de simulation de manière très simple, puisque c'est un bâtiment qui est juste accolé. Et donc, on est dans une structure, finalement, d'un CHU taille intermédiaire qui permet d'optimiser ça. Parce qu'on se connaît tous, on se rencontre tous au quotidien, et il est très facile d'aller former les personnels de bloc opératoire, les anesthésistes. Les interventions que je vous ai montrées là au robot, on les a toutes faites en simulation avec tous les membres de l'équipe plusieurs fois. Donc ça, c'était vraiment très important. Alors les industriels, évidemment, la pédiatrie, ça ne les intéresse pas beaucoup, comme vous le disiez fort justement, parce qu'on met peu d'implants. Si on met des vis pédiculaires dans les scolioses, mais finalement on met souvent des implants type adulte. On met très peu de prothèses, à part sur des sarcomes. Donc les industriels, ils ne viennent pas nous voir souvent. Donc effectivement, c'est par la mutualisation qu'on arrive à s'en sortir et puis à proposer ces services-là pour les enfants quand on s'occupe. Bernard Launois, puis après notre secrétaire général, et puis après Olivier. Oui, moi aussi j'ai été très impressionné. Je voudrais savoir des précisions sur le robot. Je pense que le robot c'est un télé et un manipulateur, mais je voudrais savoir est-ce que c'est un robot lambda genre Da Vinci ou est-ce que c'est un robot spécifique? Alors justement, il y a plusieurs types de robots. Vous avez les robots de téléchirurgie comme le Da Vinci. Voilà. Là, ce n'est pas un robot de téléchirurgie, c'est un robot de guidage. Voilà, c'est le Rosa. Celui-là, c'est le Rosa. On peut le faire avec d'autres sociétés, peu importe, mais c'est vraiment, je planifie la position d'un implant sur le scanner et ensuite le bras du robot va aller se mettre dans une position absolue et si je mèche par l'orifice du bras robotisé qui suit les mouvements respiratoires et tous les mouvements du patient, je vais pouvoir mécher pour pouvoir poser mon implant au millimètre près. Donc, ce n'est pas un robot de téléopération, de téléchirurgie, c'est un robot d'assistance au guidage. C'est une assistance. Alors, Hubert. Oui, je voulais vous poser la question sur les limites. Est-ce que vous aviez des limites qui étaient liées à l'irradiation cumulative en particulier? Parce que j'imagine que c'est des patients que vous suivez longtemps et qu'il y a des acquis en imagerie qui sont nécessaires. Il y a des acquisitions d'imagerie. Effectivement, vous avez vu le scanner opératoire au arme qui irradie, mais finalement, on irradie au début de l'intervention, alors qu'avec un amplificateur de brillance traditionnel, on irradie tout au long de l'opération. Et quand on regarde les doses à la fin, il n'y a pas de différence. Parce que si on a l'opérateur a le pied sur la pédale d'amplificateur en permanence, finalement, on a des doses qui montent très très vite. Alors que l'acquisition ARM, elle est faite au début. On irradie au début. Et puis ensuite, on utilise l'outil de navigation. On travaille sans imagerie, enfin, avec l'outil de navigation, sans rayon. Et maintenant, on a les amplis 3D avec des capteurs plans qui irradient encore beaucoup moins, qui vont pouvoir remplacer le ARM. Et donc là, on descend les doses considérablement et ça ne doit plus être la limite à terme. Et si on arrive ensuite à avoir la réalité augmentée, où on a l'imagerie préopératoire et qu'on peut la superposer en intraopératoire avec des recalages, là, on a quasiment plus de rayons intraopératoires. Donc, on tend, bien sûr, à diminuer les radiations à terme pour nos enfants. Olivier. Je tiens à féliciter Richard Rouen et toute l'équipe de jeunes chirurgiens aminois qui se sont lancés à corps perdu dans cette chirurgie du futur. Je crois beaucoup aux intersections. Il y a eu un véritable projet médical et il y a eu un enthousiasme et un financement politique droite-gauche unanime. C'est vrai. Avec des histoires dans l'hémicycle absolument extraordinaires parce qu'ils m'ont aussi donné des devis avec des erreurs de virgule, c'est-à-dire que ça fait 10 fois moins, et c'était en euros alors que c'était en francs suisses. Et donc, c'est passé 3 fois dans l'hémicycle et à chaque fois, on remettait et la droite, la gauche a toujours voté l'unanimité vu l'importance du projet médical. Je confirme, ça n'a pas été toujours très simple, mais les intersections et surtout la capacité à se parler les uns les autres, c'est pour ça que l'orthopédie pédiatrique aujourd'hui devant l'Académie, c'est un honneur de pouvoir vous faire ce panorama de chirurgie que vous verrez juste après encore qui est tout aussi intéressant. Mais c'est parce que nos spécialités chirurgicales se sont rencontrées qu'on a pu monter ce type de projet. C'est-à-dire que le neurochirurgien qui en discute avec l'orthopédiste et puis la téléchirurgie avec le chirurgien viscéral qui va arriver et puis finalement les gens qui s'occupent de la formation et de l'enseignement, etc., etc. Donc les gens se croisent, se connaissent
Et puis, Ça émerge. ça fait boule de neige, et puis on utilise, on mutualise, et c'est comme ça que ça fonctionne. Parfait. Juste une question, commentaire. Est-ce que tu penses que le modèle finalement sur lequel fonctionnait d'organisation, finalement, de mutualisation, le bloc commun, etc., est-ce que ce modèle est un peu amiénois ou est-ce qu'il est transférable dans d'autres CHU, d'autres en France? Je pense qu'il est transférable, mais et réalisable. Est-ce que tu connais des exemples un peu de ce type? Pour l'instant, l'assistance robotique en orthopédie pédiatrique reste assez confidentielle à Amiens. Mais parce qu'on a la chance d'avoir cet hôpital récent où il a été décidé finalement de mutualiser les plateaux techniques. De nombreux CHU vont construire un bâtiment mère-enfant. Avec l'enfant, on a Grenoble, on a d'autres structures comme ça, avec le pavillon à côté, mais à distance du plateau technique adulte. Ce qui va tout de suite limiter les investissements pour l'enfant, puisqu'il va falloir transférer l'enfant au bâtiment d'adulte pour l'opérer, mais avec pas les bons respirateurs, les bonnes équipes qui n'ont pas l'habitude. Et c'est un frein au développement. Les plus grosses structures avec des hôpitaux pédiatriques purs, finalement, c'est aussi un frein, puisqu'ils ne vont pas pouvoir bénéficier des structures adultes, où il y a de plus gros débits. Alors, la PHP, par exemple, c'est vrai que la Necker vient d'acquérir un robot, c'est bien, mais du coup, il y a une prise de retard parce que les grosses structures de neurochir et d'orthopédie adulte sont dans d'autres structures hospitalières où il y a un plus gros débit de patients. Et donc, il y a ce manque de mutualisation de fait, puisque les structures ne sont pas mixtes. Donc, moi, je pense que l'avenir est quand même à la mutualisation. Parce que c'est gardant des circuits pédiatriques. C'est des messages fondamentaux parce que finalement, ceux qui nous pilotent dans les investissements, dans la projection de systèmes d'organisation des soins, s'ils ne bénéficient pas d'une espèce de preuve de concept que vous faites, c'est-à-dire vous faites la preuve que tu as répondu très bien à notre ami Morvan, c'est que finalement, ce qui semblerait inaccessible du fait de la rareté, etc., devient possible chez vous. Tout à fait. Et donc, il faudrait que toute la chirurgie pédiatrique en France réfléchisse dans cet esprit-là. Il y a une bonne mutualisation, il y a une mauvaise mutualisation. La bonne mutualisation, c'est la mutualisation architecturale. Si on a une mutualisation architecturale, ça fonctionne bien. Par contre, dans les professionnels de santé qui travaillent avec nous, là, il faut une spécificité. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec l'infirmière de bloc ou l'infirmière anesthésiste de chirurgie viscérale adulte qui n'a pas l'habitude. Voilà. Je pense qu'il faut rendre spécifique le travail d'orthopédie et de chirurgie pédiatrique aux équipes de pédiatrie, mais dans un univers architectural mutualisé. Est-ce que c'est pas vous qui êtes en avance et que tout le monde va faire, les infirmières de salle d'opération dont vous parlez, finalement, est-ce que finalement elles vont pas devoir toutes s'y mettre, même dans les autres spécialités? Mais elles s'y mettent déjà toutes dans d'autres spécialités, mais avec des spécificités. Alors on le voit bien chez nous en neurochirurgie, où le robot en neurochirurgie, à la fois pour le crâne et pour le rachis chez les adultes, c'est devenu d'utilisation quotidienne. Il n'y a plus de biopsie stéréotaxique à l'ancienne, tout se fait au robot, avec des biopsies de tumeurs cérébrales où ils se font en ambulatoire quasiment, puisque c'est utilisé avec un robot, on n'a plus tout ce cadre de stéréotaxie à installer qui était ultra complexe avec plus de conséquences. On le voit, on a des infirmières très spécifiques sur le traitement laser du Parkinson, des tremblements du Parkinson que font nos collègues neurochirurgiens, où ils vont par le robot aller installer des électrodes et puis stimuler pour que les Parkinsoniens ne tremblent plus. Voilà, des choses comme ça. Là, il faut de la haute technologie. C'est ce même plateau technique qui est utilisé, mais ce sont des infirmières de bloc ultra spécialisées. Comme c'est une des fonctions de l'académie, d'être un tout petit peu lanceur d'alerte ou de réflexion, mobilisation des pouvoirs publics, c'est parce que les systèmes organisationnels ne viennent pas directement de nous. C'est finalement ceux qui conçoivent les structures qui font qu'on va pouvoir se fonctionner comme ça. Et nous, ça a été une affaire, c'est pas du hasard, parce qu'il avait été imaginé de faire à Amiens un bâtiment mère-enfant bien avant le projet actuel. Olivier Jardet pourrait vous en parler, je pense. Et au final, non, c'était pas possible, c'est cher, on doit tout réunir. Au début, on s'est dit, bon, tout réunir, c'est difficile. Le circuit de l'enfant là-dedans, comment on s'y retrouve?
Mais au final, on s'y retrouve très bien. Il y a des choses qui vont plus ou moins bien. C'est comme dans toute nouvelle structure, il faut reprendre nos marques dans un univers nouveau. Mais la mutualisation du plateau technique, c'est essentiel. On a accès facilement à l'IRM, au scanner, même pour des enfants polytraumatisés. On ne change pas de bâtiment parce que l'IRM est dans l'autre bâtiment sur un enfant instable. Le bloc opératoire, eh bien, j'ai besoin du robot de l'OARM, eh bien, je vais opérer, l'équipe se déplace, c'est le tâche du dessus, c'est pas très compliqué, c'est un ascenseur. Les équipes de bloc, ça ne change absolument rien du tout. Le circuit de l'enfant, il reste respecté. Merci beaucoup, c'était une magnifique présentation, bravo. Et ça nous donne d'autant plus envie d'aller le 28 octobre à Amiens à nouveau pour vous écouter dans la séance délocalisée d'Amiens. Merci.